Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous rentrez en nombre pour notre événement du Cross Channel Institute de ce jour. Pour vous dévoiler les coulisses, nous étions en train de discuter entre nous du bien fondé de l'horaire. Est-ce que midi aurait été mieux ou est-ce que midi 30 est plus adapté? J'entends des estomacs qui gargouillent un petit peu, donc ça va nous forcer à tenir notre horaire pour être sûr que tout le monde, comme on le sait bien le faire en France, puisse se rejoindre telle une terrasse ou même l'intérieur d'un restaurant aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui, il fait tellement beau. Oui, c'est le paradoxe, hein. Maintenant qu'il roule à Voilà. l'intérieur, tout le monde va être à l'extérieur. Mais bon. Alors, je vous prie d'être un tout petit peu patient parce que nous attendons notre conférencière qui, je sais, avait un timing serré toute la matinée. Mais je ne doute pas qu'elle nous rejoigne dans quelques secondes. Et en attendant, ça me permet de... Ah, ben voilà Inès. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour à tous. Bonjour Inès. Alors, ça nous permet de commencer, puisqu'on a encore une fois un format qui est très court. Je me permets de vous accueillir au nom du Cross Channel Institute, le think tank de la Chambre de la Franco-British Chamber. Un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Comme je le disais à l'instant, c'est un format assez court, hein, on a 30 minutes, mais vous allez voir, on a vraiment le grand plaisir d'accueillir Inès Leonarduzzi, que certains d'entre vous connaissent certainement. Je vais la présenter en quelques minutes, mais si c'est vraiment utile. Mais c'est surtout de pouvoir rentrer dans un dialogue avec elle. Inès, encore un grand merci de vous être rendu disponible pour vous joindre à nous ce matin. Vous êtes ce qu'on appelle une serial entrepreneuse, une conférencière internationale. Vous êtes présidente fondatrice de Digital for the Planet. Et puis vous venez de sortir un livre qui s'appelle Réparer le futur, du numérique à l'écologie, aux éditions de l'Observatoire. Je vous invite tous à aller le chercher. C'est le résultat de 4 années d'enquête qu'Inès a pu mener partout dans le monde. C'est un nouveau regard sur le numérique, un nouveau regard sur le numérique et l'écologie. Et si vous me permettez, pour rentrer directement dans le sujet, Inès, de vous poser une première question, un petit peu un paradoxe. Vous êtes une digital native par nature, et pourtant vous nous alertez sur les risques du numérique. Et vous donnez des chiffres qui sont éloquents, 2 fois plus de smartphones que d'êtres humains, qu'un email nous coûte 24 heures d'ampoule allumée, voilà, etc., que l'Internet coûte très cher en CO2. Et pourtant, nous entendons partout que le digital va sauver la planète. Alors, où doit-on se retrouver dans ce paradoxe? Merci beaucoup, en tout cas, de cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Pour répondre à cette première question, c'est en effet, par exemple, ce matin, j'ai reçu un email d'un monsieur qui m'a dit « J'ai vu que vous interveniez au FBCCI, et je ne viendrai pas parce que pour moi, c'est parler d'un sujet, ce serait contribuer à un sujet dont vous allez parler. Me connecter à cette réunion générerait de la pollution numérique et donc je ne viendrai pas. » Il me dit « Mais grand respect pour ce que vous faites et ne pas venir est aussi honorer vos travaux et ce que vous faites. » Et je n'ai hélas pas encore eu le temps de lui répondre, mais j'ai trouvé son mail très représentatif de ce qu'une grande part des personnes peuvent penser. C'est ok, très bien, merci de nous dire que la pollution numérique existe, mais à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette tous nos téléphones et nos appareils? Et est-ce qu'on repart à s'envoyer des courriers et qu'on arrête d'être digitalisé dans le monde? Je souhaitais vous faire part de cette anecdote parce qu'elle est très illustrative, mais pour y répondre concrètement à votre question, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en tout cas moi, mon travail, ça n'est pas d'alimenter les passions collectives. Quand j'ai écrit mon bouquin, mon éditrice m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire exactement ?» J'ai dit « Je pense qu'il y a déjà suffisamment de livres qui vendent de la peur, suffisamment de livres qui vendent de la fascination. Moi, je veux créer un livre qui ouvre des questions. Je ne veux surtout pas être dogmatique et je veux surtout proposer aux gens les clés d'information, de sensibilisation, de compréhension pour qu'ils se fassent eux-mêmes un avis eux-mêmes.
que ça puisse libérer les systèmes de pensée et peut-être les bousculer, mais surtout pas donner des avis préconçus. Mon propos chez Digital for the Planet, qui est l'ONG que j'ai fondée, c'est de traiter les externalités négatives du numérique quand il y en a. Le numérique est un outil, ça reste un outil, c'est quelque chose sur lequel je reviens souvent. Je suis capable de faire une conférence de 2 heures juste sur le mot outil, parce que c'est très important aujourd'hui de se rappeler que, à l'image d'un marteau qu'on ne mettra pas dans son sac tous les jours parce qu'il n'est pas utile tous les jours, le numérique est un outil qui n'est pas utile partout. Le numérique est merveilleux quand il vient combler des brèches. Il est merveilleux dans l'éducation, dans la médecine, dans l'éloignement. On l'a vu, ça a fait des merveilles quand des personnes se sont retrouvées isolées au début et pendant tout le confinement, par exemple, pour ne citer que ça. Mais en l'espèce, il propose des externalités négatives sur le plan environnemental, mais également cognitif et sociétal. Et à ces enjeux-là, il faut trouver des réponses. Donc le propos, et c'est d'ailleurs notre baseline sur notre site Internet, n'est pas de dénier le numérique, mais d'en initier le futur. Aujourd'hui, ce n'est pas tant être soit dans la fascination, soit dans l'aberration, c'est de dire comment en fait, on a un bel outil et qu'on le rend plus durable, plus juste, plus responsable. Voilà, donc pour répondre à votre question, c'est vraiment là où le propos se joue, c'est de dire, on n'est pas là pour dire le numérique c'est mal ou le numérique c'est bien. Le numérique est un outil très bien, mais il faut simplement continuer à le développer. À l'échelle de l'existence, ça existe depuis 3 secondes en fait, le numérique. C'est très récent, ça fait 30 ans à peu près qu'on est avec le numérique, donc c'est tout à fait normal aujourd'hui d'avoir ces axes de progression qui lui sont adressés pour aller toujours plus loin et que ça reste un outil fabuleux, finalement. Voilà. Merci Inès. C'est effectivement des propos un peu rassurants quand même, et surtout qui vont, je vous remercie de le présenter ainsi, qui vont dans l'objet même du Cross Channel Institute, d'apporter justement des questions et des idées. C'est le but de cet échange. Et donc, ça me permet de l'ouvrir sur un sujet qui nous touche tous, qui est beaucoup d'actualité, qui sont nos données personnelles. On en voit l'utilisation qui est faite par certains. On dit souvent que Google est gratuit parce que finalement on lui vend nos propres données. Je fais partie moi-même d'un groupe d'édition juridique qui aide à la protection des données, à ce fameux RGPD. Et finalement, quelle souveraineté des données, à quelle souveraineté des données aspirez-vous dans ce monde numérique? Est-ce que c'est une protection, est-ce que c'est une bataille qui est légitime, ou est-ce que vous pensez que non, finalement, la donnée, elle est par nature, doit être partagée, elle doit circuler? Alors, il y a plusieurs enjeux sur la donnée. Il y a la transparence et la souveraineté de la donnée industrielle, qui sont des sujets qui nous dépassent, qui sont, enfin, en tant qu'individu, ce sont des sujets très macro. Et en fait, je n'ai pas le même avis sur tous les traitements, enfin, sur les différents types de données. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le citoyen. C'est finalement tout ce que je fais, vous l'avez dit, je suis serial entrepreneur. Ce terme me donne toujours à rire, mais en effet, j'ai monté plein d'entreprises qui parfois n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais pour moi, le lien, c'est l'humain. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont la donnée et son traitement impactent le citoyen en dernier lieu. Pour moi, c'est essentiel. Il y a 2 enjeux qui se jouent. D'abord, c'est la souveraineté citoyenne de la donnée, c'est-à-dire concrètement, je suis citoyenne, je diffuse des données. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez dit Internet est gratuit, mais non, finalement, on vend nos données à Google. Non, on ne les vend surtout pas, on les donne sans même qu'on soit consulté. Enfin, c'est très récent dans le RGPD et qui n'est absolument pas suffisant, mais c'est comme le bac, en fait. Si vous ne l'avez pas, c'est terrible, mais si vous l'avez tout seul, ça ne sert strictement à rien. Donc, bon, c'était une première étape, ce RGPD. Donc, la première chose, c'est donc la souveraineté citoyenne de la donnée. Ça veut dire, je diffuse quelles données diffusées sont accaparées par qui? Donc, qui récupère les données que je diffuse? À qui est-ce qu'elles les revendent? Et pour combien? Comment sont-elles transformées? Et dans quel but? Ça, pour moi, aujourd'hui, et pas que pour moi d'ailleurs, vous avez Gaspard Koenig, qui est un grand philosophe, qui est à la tête du think tank Génération Libre, qui a fait des travaux merveilleux avec des collectifs de chercheurs. Vous avez aussi des experts de la donnée et de l'algorithme, des algorithmiciens américains qui sont des ex de YouTube et de Google, qui aujourd'hui ont été ceux qui ont frondé, en fait, qui sont allés devant le Sénat américain pour témoigner de comment les GAFA, en fait, créent des monopoles. Aujourd'hui, c'est un discours qui est repris de plus en plus. J'ai eu l'occasion de discuter avec Madame Vestager à l'Union européenne pour lui parler de ces sujets-là. Ce sont des éléments
qu'elle comprend parfaitement et qui, hélas, ne sont pas pour l'instant à l'ordre du jour, mais c'est un enjeu sur lequel on travaille. Donc, la première chose, c'est la souveraineté citoyenne de la donnée, ou comment finalement on peut quand même être au courant de ce qu'on fait avec nos propres données, ce qui nous appartient. C'est un sujet fascinant sur lequel on peut revenir, qui a trait directement à notre vie privée. Et la vie privée, c'est passionnant parce que souvent les gens me disent « mais moi j'ai rien à cacher ». Oui, mais finalement, ne rien avoir à cacher, c'est l'argument pernicieux de ceux qui sont contents que vous la diffusiez. Et donc, finalement, la vie privée, pourquoi la vie intime, pourquoi il est important de la préserver? Parce que si demain, il n'y a plus de vie privée, j'ai plus aucun intérêt de venir à votre rencontre, d'apprendre à vous connaître, qu'est-ce qui vous anime, qui vous êtes, vous pensez quoi, quelles sont vos opinions politiques, sociales, économiques. Parce qu'en fait, je sais déjà tout de vous, je sais que vous avez 3 enfants, etc. Donc, il n'y a plus d'intérêt d'aller rencontrer l'autre. Donc, l'altérité devient quelque chose d'inintéressant, parce que finalement, elle n'est plus nécessaire. S'il n'y a plus d'altérité, de rapport à l'autre, alors en fait, il n'y a plus de société. Et s'il n'y a plus de société, c'est là que toutes les dérives commencent. Donc, en fait, le rapport à l'intime n'est pas juste une histoire de je dis ce qui se passe dans ma vie ou pas, c'est une liberté fondamentale. C'est d'abord un ciment sociétal, mais en plus une liberté fondamentale. Parce qu'avoir une vie privée, c'est ce qui me permet de continuer de rêver sans vouloir plaire aux autres. C'est ce qui me permet de pouvoir dire des bêtises, de faire des bêtises, sans avoir une étiquette à vie, parce qu'en fait, je pourrais revenir dessus ou simplement le cacher. C'est pouvoir penser par moi-même. La vie privée, c'est super essentiel. Et en fait, on a l'impression qu'on ne parle que de choses type cookies. Mais les cookies, en fait, on a l'impression que c'est une espèce de terme technique, mais ça représente qui nous sommes. Et qui nous sommes a de la valeur. Et aujourd'hui, cette valeur est accaparée par 4 mecs, en fait, on pourrait essayer de faire très caricaturer, mais pas tellement, qui ont vu des fortunes gonflées, des fortunes personnelles gonflées de plusieurs dizaines de milliards de dollars en quelques mois pendant la pandémie, et alors que des écarts économiques se créent auprès des citoyens qui embarrassaient les économistes les plus libéraux. Donc, première chose, c'est la souveraineté citoyenne de la donnée, avoir quand même une connaissance de ce que vous faites avec ce qu'on produit. Nous sommes des fabricants de quelque chose qui ne nous appartient plus dès lors que nous l'avons produite. C'est ce que j'appelle une kleptocratie. Le fait qu'on nous dérobe ce qui nous appartient sans même qu'on puisse capter une part de la richesse créée. Et ça, c'est ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est le revenu universel de la donnée. Ce serait peut-être... Alors, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Moi, je ne sais plus grand-chose, en fait. Plus je découvre ces sujets, plus je me dis que... Et moi, j'adorais une convention citoyenne du numérique, comme on a eu pour le climat, pour savoir ce que les gens pensent. Mais ce revenu universel, je pense qu'il est d'abord juste légitime. Si on a des entreprises qui s'enrichissent de manière extrêmement grasse sur ces données-là, est-ce qu'il n'est pas légitime que les citoyens qui créent cette chose puissent capter une part de cette richesse? Alors là-dedans, une fois que j'ai dit ça, il faut différencier la commercialisation des données et le revenu universel de la donnée. Parce que la commercialisation des données, ça veut dire moi, Inès, je suis une jeune étudiante, je n'ai pas de parents qui peuvent me payer mes études, donc je fais des petits boulots et par ailleurs, je vends mes données parce que ça me donne de l'argent et du coup, je peux avoir un peu d'argent en plus. Mais X autre personne n'a pas besoin de travailler et donc ne vendra pas ses données parce qu'elle n'en a pas besoin. Donc, ça crée des inégalités sociales et sociétales. C'est un modèle qui porte à question et qu'il faut questionner. Le revenu universel auquel je crois davantage, c'est qu'en fait, on capte tous une part de ce qu'on crée et de manière universelle. Et pour moi, ce serait un juste retour des choses. Qu'on émette de la donnée ou qu'on n'en émette pas. Ça veut dire que tout être humain, aujourd'hui, devrait capter une part de pardon, désolée, j'ai fait mon vaccin Covid hier et du coup, parfois j'ai des... voilà, je me suis beaucoup demandé... Pour tous ceux d'entre nous qui viennent d'être vaccinés, on comprend. On comprend très bien. Voilà, désolée pour ma lenteur parfois, mais voilà, vous avez compris, donc ce produit-là cette richesse-là devrait être partagée par tous. C'est très intéressant parce que finalement, quelque part, vous redonnez la valeur à l'humain et vous aidez et vous composez avec le numérique pour que le numérique aide à reconnaître la valeur de l'homme, la valeur intrinsèque de l'homme. Donc, c'est effectivement une idée très intéressante, mais on comprend aussi
qu'on a besoin de maturer toutes ces idées, de les échanger, d'en discuter, parce que, comme vous le disiez très, très justement, le numérique est encore tout nouveau. Je voudrais juste rebondir sur votre idée d'une convention collective du numérique. Il y en a une qui va arriver, qui est la convention, la COP26, hein, qui arrive très bientôt. Et donc, c'est l'occasion de vous poser la question, est-ce que, alors c'est vrai que c'est plutôt le climat, mais le climat, écologie numérique, qu'est-ce que vous en attendez de cette COP26? La COP26, j'en attends qu'elle touche les vrais gens. Ce que j'appelle les vrais gens, c'est monsieur et madame tout le monde. Ce sont des personnes qui s'inquiètent, ce sont des parents qui s'inquiètent, des adolescents qui n'ont pas de mot de passe suffisamment robuste, qui émettent des données, des photos, des vidéos compromettantes parfois sur Internet. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas comment un mail peut polluer, qui ne savent pas ce que c'est qu'un cookie ou un centre de stockage de données. Ce que j'attends de la COP26, mais en général de ces rendez-vous très élitistes finalement, malgré l'envie de descendre et d'être très top-down, je trouve qu'on peine à le faire. On peine vraiment à faire. Moi, j'aimerais des micro-trottoirs. Je voudrais une consultation citoyenne qualifiée. Et là-dessus, aujourd'hui, on a des logiciels d'intelligence artificielle qui permettent de récupérer des centaines de milliers d'avis de manière qualifiée. C'est-à-dire qu'on n'a pas un sondage oui, non, peut-être. On a, alors voilà la synthèse de ce que 250 000 personnes pensent. Donc il y a voilà ce qu'on pense, mais en outre, cependant, toutefois, quelque chose de vraiment qualifié et nuancé. Et aujourd'hui, ça, c'est un numérique intelligent dont on a besoin sur le plan démocratique. Parce que ce qui m'inquiète davantage que le dérèglement climatique, c'est le dérèglement démocratique. C'est ce que j'aime à dire, parce que finalement, tout est lié. Tout est lié. Comment voulez-vous que monsieur, madame, tout le monde, et je m'inclus dedans, comprennent pourquoi il est important de préserver la planète si en fait on ne comprend pas les grands enjeux qui se jouent et qu'en fait on n'a même pas de définition, de compréhension. Donc pour moi, ce que j'attends de la COP26, c'est davantage de dialogue avec les citoyennes et les citoyens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, des ponts, des vrais ponts. Par exemple, moi, ça me fascine de savoir que le président angolais va être de la partie pour discuter avec d'autres dirigeants de pays ou d'organisations. Superbe. Mais moi, ce que je veux, c'est discuter avec la génération angolaise de mon âge. Je veux avoir des canaux qui me permettent de dialoguer avec eux. Aujourd'hui, en 2021, prenons le temps de se poser 2 secondes là-dessus. Trouvez-vous normal qu'en 2021, on est incapable de savoir, on sait qu'il y a de la jeunesse en Angola, par exemple, mais je pourrais parler de la Lituanie, je pourrais parler de plein d'autres pays, mais on ne sait pas qui sont ces gens, on ne sait pas ce qu'ils pensent, quels sont leurs rêves, quelle est la vision de leur pays, comment ils veulent construire leur pays, quelle est leur vision de l'économie, du modèle politique supranational de demain. Toutes ces choses-là, on ne le sait pas parce qu'en fait, on n'a pas de dialogue avec eux. Donc moi, une COP26, demain, elle doit permettre aussi à ces citoyens de mieux se connaître de manière supranationale. Mais si vous me permettez juste pour vous apporter le débat, on n'a jamais été aussi proche des Angolais qu'aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi facile de dialoguer avec eux qu'aujourd'hui, parce que par tel ou tel réseau social qui n'existait pas hier. Donc, on en veut toujours plus, mais déjà, on a déjà des outils formidables. Ce que vous citiez d'ailleurs, être capable de faire un sondage sur 250 000 personnes, c'était impossible hier, c'est possible aujourd'hui. Faut-il revoir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Je ne sais pas si… Vous avez parfaitement raison. On a les outils pour… C'est pour ça qu'on se permet d'avoir cette exigence-là. Mais je pense que la question n'est pas celle-ci. La question, c'est… Et du coup, on tombe dans le champ de ce que j'appelle la pollution numérique intellectuelle. C'est à quel point nous utilisons les bons outils. C'est une question. Ouais. Et surtout de la bonne manière. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous apprennent surtout à polariser des avis et nous désapprennent à construire des réflexions. C'est d'ailleurs le principe d'un tweet en 240 signes qui ne permet pas de mettre de nuances, ou le j'aime ou le j'aime pas, très binaire, très booléen. Finalement, on raisonne comme des ordinateurs. C'est une question, moi je n'ai pas du tout l'impression ni la légitimité et j'ai pas l'impression de faire partie de ceux qui pourraient dire ce qu'il faut faire, mais ma question est
est-ce que ça n'est pas… C'est le rôle de qui? C'est le rôle de qui de proposer une bonne utilisation du numérique pour mieux comprendre le monde, apprendre à mieux se connaître, mieux comprendre le monde, et du coup créer des ponts, en fait, pour une meilleure démocratie demain. C'est le rôle de qui? C'est une question que c'est une très bonne question. Et justement, en tant qu'observatrice, on va juste un tout petit peu revenir. Ça ne vous aura pas étonné qu'en tant que Franco-British Chamber, on est assez intéressé par la position du Royaume-Uni et de la France. Je ne sais pas, est-ce que justement, qui de la France ou du Royaume-Uni, dans ces rôles que vous décrivez, est-ce que vous y voyez de belles initiatives d'un côté ou de l'autre de la Manche? Comment jugez-vous finalement ces deux pays par rapport au reste du monde? Écoutez, sur mes expertises, sur mes spécialités, vous voulez dire? Bien sûr. Écoutez, en France, c'est le pays où je vis, donc j'ai évidemment plus de facilité à agir et à voir aussi ce qu'il s'y passe, parce que je ne suis pas la seule à agir. On a une feuille de route numérique et environnement qui a émané du secrétariat général du ministère du numérique et de l'écologie. Donc ça, même si ce sont des intentions pour le moment, c'est déjà un pas en avant. Nous avons travaillé sur 3 lois, la loi anti-gaspillage, la loi économie circulaire et plus récemment la loi climat-résilience. Dans celle-ci, nos équipes ont écrit un amendement qui dit que les enfants en école primaire recevront un enseignement de l'impact du numérique sur l'environnement et qui rentre en vigueur en 2022. Donc ça, c'est super. Il y a aussi un autre amendement qui dit que l'ARCEP aura plus de liberté pour faire des saisines auprès des FAI, des fournisseurs d'accès Internet. Donc tout ça est super parce que ça va permettre plus de transparence, mais également plus d'éducation. Sur le plan anglais, alors il se trouve que je suis Young Leader franco-britannique auprès de… Absolument, j'aurais dû le préciser. Félicitations. Merci, je suis très honorée, surtout parce que ça me permet de rencontrer beaucoup de gens et de pouvoir aussi jouer d'influence. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs parlementaires britanniques avec qui nous avons pu discuter dans des moments privilégiés, au calme, où on a le temps de poser le discours, de poser la nuance et la réflexion. Et il en est sorti il y avait notamment deux femmes parlementaires qui m'ont dit à la fin: merci beaucoup, parce qu'en fait, ça me donne plein d'idées. Je vais en parler dans mes circonscriptions et c'est certainement quelque chose que je vais amener au Parlement. Donc, j'attends aussi que le gouvernement anglais, britannique, se manifeste là-dessus davantage. Je pense que c'est nécessaire que des puissances comme la France, comme la Grande-Bretagne, puissent être leaders d'opinion là-dessus. Je crois beaucoup, même si le Brexit a eu lieu, je crois beaucoup en la puissance européenne, l'Europe culturelle qu'on aime et la Grande-Bretagne, quoi qu'il arrive, fera toujours partie de cette belle Europe qu'on aime. Vous êtes là devant un auditoire qui est par nature complètement conquis à cette idée. Mais vous avez tout à fait raison. Je m'excuse, je ne vous l'avais pas précisé évidemment à tous nos participants. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le fil de conversation que vous avez en cliquant en bas à droite. Alors, il y a une question peut-être pour être un tout petit peu plus pratique. Vous avez autour de nous aujourd'hui beaucoup de dirigeants, de responsables d'entreprise. Finalement, que nous conseillez-vous? Que faut-il faire dans cette situation où oui, on est obligé. On reçoit tous des mails, on envoie tous des mails, on utilise des mails aujourd'hui pour travailler, on a de plus en plus de données, on a de plus en plus besoin du numérique, on est plus encore avec la crise qui vient de se passer, nous sommes tous en train d'accélérer la digitalisation de nos entreprises et de nos activités. Que faire par rapport à cette situation? Vous voulez dire davantage comment on peut aller davantage vers de l'écologie numérique? Voilà, pour répondre finalement à ce à quoi vous nous incitez, à cette plus grande sensibilité de l'impact du numérique. Moi, je pense que dans des sociétés, comme vous l'avez très bien dit, où tout le monde use du numérique au quotidien pour travailler, il est important d'apporter des formations, de former les salariés, les collaborateurs, les équipes partout sur ces sujets-là.
mais tant sur le plan environnemental qu'intellectuel ou sociétal. C'est comment, en fait, demain, on a l'usage d'un bon numérique. Intellectuel, c'est par exemple l'hyperconnexion. L'hyperconnexion, c'est celle qui fait que dans nos métiers aujourd'hui, on reçoit des messages par des dizaines de canaux différents qui font qu'en fin de journée, on a l'impression qu'on n'a envoyé que des mails. Et je me demande à quel point il y a une corrélation directe entre le fait d'envoyer que des mails dans la journée à tout le monde et faire que répondre à des mails, et cette sensation de ne plus avoir de sens dans son travail. Moi, j'ai des personnes qui ont des jobs absolument passionnants dans des grands groupes et qui me disent j'ai plus de sens. Mais en fait, je leur dis mais pourquoi t'as... Et quand on essaie de creuser, de discuter avec eux, c'est intéressant en fait d'aller beaucoup plus loin et d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui motive cette sensation. On se rend compte qu'on arrive toujours à ce moment où les gens vous disent mais j'envoie que des mails dans la journée, j'ai l'impression que j'envoie que des mails. Donc finalement, est-ce que le numérique n'est pas profondément impliqué dans cette perte de sens générale auprès des salariés? Donc ça, c'est aussi pour moi ce que j'appelle un syndrome de la pollution numérique intellectuelle. C'est cette perte de sens et cette impression d'envoyer que des mails toute la journée qui fait qu'on a de plus en plus de dépression dans les entreprises, de personnes qui se disent pas heureuses en entreprise. Donc on travaille beaucoup là-dessus. C'est important que les entreprises aussi sensibilisent leurs équipes là-dessus. Et puis, évidemment, l'idée n'est pas de plus envoyer de mails, mais l'idée, c'est peut-être d'éco-concevoir ces outils, comme son site Internet, ses applications. C'est de travailler avec un équipement informatique reconditionné ou le garder plus longtemps. Justement, on y travaille sur une évolution des règles comptables et fiscales pour l'amortissement. Tout ça est passionnant. Donc, les premières choses à faire, c'est d'abord de sensibiliser. Il n'y aura pas de grands travaux si vos équipes ne savent pas pourquoi vous faites les choses. Donner du sens, c'est effectivement ce que nous demandent de plus en plus les jeunes générations et c'est bien et nous tire vers le haut. Juste pour rebondir par rapport à cet exemple que vous donniez des emails, un exemple que nous vivons aujourd'hui, un jour, j'espère qu'on reviendra en présentiel pour avoir ce genre d'événements et de discussions. Comment jugez-vous justement cette montée du télétravail, cette montée de la vidéo, où on enchaîne nos vidéo calls toute la journée? Comment le projetez-vous? Est-ce que vous considérez que c'est un mal nécessaire? Est-ce que vous considérez qu'au contraire, il faudra en ressortir assez rapidement pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, à retrouver de l'humain de façon plus réelle et physique? Je pense que le télétravail a sauvé des entreprises. Le télétravail a permis de continuer à maintenir l'économie. L'économie, ce sont les PME essentiellement qui la tiennent. Ce ne sont pas les grands groupes qui, pour la plupart, ont été perfusés. C'est surtout les petites et moyennes entreprises qui, grâce au télétravail, ont pu tenir bon. Donc, c'est évidemment, ne serait-ce que pour les enfants qui étaient à l'école, parce qu'on parle du télétravail, mais on peut parler du télé-école. Qui heureusement a pu être là. Donc le numérique, encore une fois, on le disait au tout début, a fait des merveilles pendant le confinement. J'ai pas d'avis particulier, j'ai pas à en avoir sur le télétravail. Par contre, ce que me dit me dit mon petit doigt peut-être, c'est que en effet, ça va marquer les mœurs, ça va marquer les usages et la manière dont on travaille, même la manière dont on va à l'école. On s'est rendu compte pendant le confinement et avec le télétravail que c'était possible. On s'est rendu compte qu'on pouvait qu'on pouvait travailler aussi comme ça. Par contre, on s'est aussi rendu compte que ça donnait beaucoup plus mal à la tête de rester toute la journée devant un écran et qu'on avait besoin de rencontrer des gens. Donc, je pense qu'on va trouver un équilibre, en tout cas, je le souhaite. Mais ça va peut-être permettre plus de praticité. Et comme ce qu'on dit chez Digital for the Planet, c'est que du numérique utilisé pour des choses qui tirent vers le haut, ça reste une source, ça n'est pas une source de pollution, c'est une source nécessaire. Aujourd'hui, se déplacer, prendre sa voiture pour aller à l'hôpital voir sa mère, ça crée de la pollution, mais pour autant, c'est pas de la mauvaise pollution. Enfin, vous voyez, il faut juste avoir un peu de bon sens, je pense. Et je reviens à ce mail que j'ai reçu ce matin, quand on me dit « je viens pas parce que c'est polluant et du coup je respecte vos travaux », je trouve ça absolument adorable. Mais il faut surtout pas tomber dans ce regard binaire, en fait, qui fera plus de mal qu'autre chose au progrès. Exactement, ne pas l'opposer au progrès. Merci et merci aux commentaires que je vois apparaître sur le fil de conversation. On arrive maintenant au bout de notre demi-heure. Inès, peut-être avant de conclure, je ne sais pas si vous voulez avoir un mot de la fin ou un message particulier que vous voulez nous passer. Mais écoutez, déjà un grand merci à toutes et tous d'avoir été là. J'étais ravie de discuter avec vous, cher monsieur. J'étais vraiment enchantée. Non, que dire à part
à part de toujours essayer, enfin, il y a une chose qui m'inquiète, c'est comme je vous disais, le dérèglement démocratique et cette perte de réflexion. On adopte beaucoup trop vite les avis des uns et des autres et on les fait siens. Donc, que ce soit sur le numérique ou sur d'autres sujets, peut-être rappeler à quel point il est important voilà, de ne pas tomber dans des idées trop vite faites et de surtout apprendre à construire ses opinions. On entend beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, je ne sais même pas comment on fait pour penser. Pas longtemps, j'étais en interview, on m'a dit qu'est-ce que vous en pensez. J'ai dit, c'était sur un sujet société. Et je dis, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas ce que j'en pense, je n'ai pas le temps. Je lis tellement de trucs qui passent que je n'ai pas le temps de réfléchir. Je ne sais pas moi comment vous faites pour réfléchir, moi, je n'ai pas le temps. Donc voilà, de juste prendre le temps de s'extraire parfois. Le numérique a aussi ce côté nauséabond de beaucoup trop d'infos et parfois pas bonnes. Et de prendre le temps de prendre du recul. Voilà, c'est peut-être le mot de la fin qui me vient maintenant. Eh bien, merci beaucoup au nom de tous, Inès. Merci mille fois de votre, justement, de nous avoir ouvert un peu l'esprit, de nous aider à prendre du recul et à se poser les bonnes questions, et surtout de nous avoir passé un message où le numérique ne doit pas faire oublier l'humain, et au contraire, il doit être mis dans cette perspective. Je pense que c'est important pour nous tous et continuons à y travailler. J'invite les uns et les autres, véritablement, prenez le temps, allez et lire ce livre « Réparer le futur du numérique à l'écologie » d'Inès aux éditions de l'Observatoire. Encore un grand merci et à très bientôt. Je vous souhaite un très bon appétit. Au revoir.